exercer sur les freins de l'avion. Daniel Renaud, vous vous êtes rendu à Ottawa aujourd'hui. Vous avez rencontré des enquêteurs et... Pendant que la roue tournait, il y a eu une pression du frein, ça fait en sorte qu'on a atteint une température de 600 degrés. Il y a un incendie qui s'est déclaré. En remontant le train d'atterrissage, l'incendie a gagné le moteur gauche et on connaît la suite, l'écrasement. Je vous invite à regarder le reportage qu'on a préparé à 17h30. Alors, on vous retrouve à 17h30, oui. Daniel. Merci beaucoup. Bonsoir. Par dizaines de longues files d'attente devant tous les comptoirs d'Air Canada à Dorval, c'est clair, ça ne fonctionne pas comme d'habitude. C'est comme ça dans tous les aéroports au pays parce qu'à minuit hier soir, les 2100 pilotes d'Air Canada ont débrayé. Conséquence, tous les appareils sont cloués au sol et les passagers se retrouvent devant l'incertitude. Incertitude sur le moyen à prendre pour arriver à destination. On ne sait pas encore. Vous savez pas encore ce qu'on va faire de vous? Ouais. Vous deviez partir à quelle heure et où? 9 heures avant Vancouver. Malgré ces désagréments, les voyageurs sont demeurés patients. Bon, écoute, on va dire comme ma blonde, ça fait partie du voyage, c'est plate un peu, mais ça va dépendre comment ça va s'arranger. On va voir. Ça se passe très bien. Vraiment, on est agréablement surpris. Les passagers sont très compréhensifs et Air Canada est très bien préparé. Le transporteur aérien avait en effet prévu le coup. Il a lancé un appel à l'aide. Résultat, une quinzaine de compagnies aériennes à travers le monde ont pris la relève. Nous sommes très désolés des inconvénients que ça cause aux gens. Parce que... Au cœur de ce conflit, les salaires et les conditions de travail. Les pilotes revendiquent 12 % d'augmentation sur 2 ans. L'offre de la compagnie ne dépasse pas 9 %. Il y a des conditions salariales, il y a le fonds de pension qui est à voir et aussi beaucoup les conditions de travail qui doivent être revues. Car depuis 4 ans, on a fait énormément de sacrifices de temps supplémentaires. Et après 4 ans, là, c'est difficile de poursuivre dans cette lignée-là. Les pilotes qui gagnent en moyenne 100 000 $ par année veulent réduire l'écart entre leur salaire et celui de leurs collègues des autres grandes compagnies aériennes. Cet écart serait, selon le syndicat, de 30 à 50 %. Je risque pas de partir aujourd'hui, hein, c'est certain. Et pendant que certains voyageurs s'inquiètent, les employés de la billetterie, du service à la clientèle, de l'entretien et les agents de bord se préparent à être mis à pied. Présentement, Air Canada nous garde pour les prochains 72 heures. On a déjà commencé à aviser les agents qu'à partir de samedi matin, donc nous serions en mise à pied technique. Les pilotes d'Air Canada se disent prêts à faire face à un long conflit, même s'ils ne disposent pas d'un fonds de grève. Ce n'est cependant pas ce qu'ils souhaitent. Les pilotes chez Air Canada sont peu habitués à ce genre de situation. Depuis la création de leur association, il y a 61 ans, c'est la première fois qu'ils déclenchent une grève générale. Alain Naud, Le Grand Journal. Alors, vous avez bien sûr compris que le reportage que vous venez tout juste de voir est le reportage concernant la grève des pilotes d'Air Canada, les 2100 pilotes qui ont débrayé à minuit. Et on va rejoindre mon collègue Gilles Choquette qui est à Dorval. Gilles, c'est la fin de la journée et j'imagine que les passagers là, commencent à être impatients, fatigués d'attendre pour être relogés, relocalisés ailleurs. Ce qui est facile à comprendre, Christian, c'est que plus la journée avance, plus sont nombreux les clients à se présenter à l'aéroport et à se manifester au comptoir ou à la billetterie. Chez Air Canada, on est parfaitement conscient qu'on a encore quelques heures difficiles à passer. L'urgence aujourd'hui, c'est vraiment de régler la situation d'abord à l'aéroport, mais quand même depuis minuit, moment où la grève des pilotes a été déclenchée, on a mis une série de mesures en place, ce que va nous expliquer Nicole Couture-Simard, qui est porte-parole chez Air Canada. Les agences de voyage sont équipées avec tous les renseignements. Ils peuvent faire toutes les démarches pour leurs clients, comme ils le font normalement en notre nom. Et pour ce qui a trait à Via Rail, les clients n'ont pas besoin de passer par Air Canada. Ils peuvent aller à Via Rail directement. Ils peuvent soit les appeler pour réserver, et ça serait la bonne chose à faire, et se présentent à la gare avec leur billet qui va être accepté tel quel. Bon, Gilles, les autres lignes aériennes, est-ce qu'elles peuvent répondre à la demande en ce moment de la clientèle? Bien, pas toutes, Christian, parce que chez Air Transat, par exemple, on nous expliquait qu'on suivait la situation de très près, qu'on allait se montrer le plus accommodant possible, mais quand on fait surtout d'analyser, c'est pas nécessairement évident de remplir et de répondre à une demande aussi abondante.
Par contre, chez Royal, où on s'est présenté ce matin, au bureau, c'était vraiment la folie furieuse parce que depuis 1 heure ce matin, Royal et Air Canada sont en contact constant. On essaie de remplir le plus de sièges possible. On ajoute même des vols. Nicole Saumier, qui est vice-présidente aux ventes chez Royal, va nous expliquer ce qu'on a fait prioritairement là-bas aujourd'hui. Nous avons commencé par rapatrier les passagers d'Allemagne qui devaient revenir au Canada. Et aujourd'hui, on commence à protéger des passagers à l'intérieur du Canada et aussi de Paris sur des vols existants. Donc, on est en train de remplir tous les sièges disponibles sur les avions. Et on essaie de faire aussi des vols extra à notre cellule pour protéger le maximum de passagers. Bon, Gilles, c'est un conflit de travail qui, évidemment, entraîne des pertes financières quand même assez importantes pour les agents de voyage, j'imagine. Oui, parce que pour eux, bon, ils perdent la commission sur le travail qu'ils ont déjà accompli. Et là, on leur demande de refaire ce travail-là, de reloger des clients sur d'autres vols. Et il y a aussi une clientèle qui est particulière à servir, c'est les clients d'affaires. Ces gens-là ne peuvent pas attendre une journée ou deux pour retarder leur vol et pour arriver à destination. Alors, il arrive souvent qu'ils annulent leur voyage et les annulations entraînent une autre sorte de perte que va nous expliquer Louise Collignon, qui est la directrice générale de l'Association des agents de voyage du Québec. La clientèle d'affaires est une très bonne clientèle pour les agents de voyage, bien entendu. Mais l'impact, c'est qu'il faut absolument la relocaliser. Et si, par exemple, l'agent de voyage travaille beaucoup avec Air Canada, il a des privilèges. Il n'a pas nécessairement ces privilèges-là avec d'autres compagnies aériennes. Et c'est ce qui entraîne une baisse de revenus. Voilà, Christian, nous vous cédons l'antenne. Merci beaucoup, Gilles, et on souhaite bonne chance à tous les passagers. Cela va de soi. Au revoir. Au revoir. Le gouvernement du Québec n'a pas l'intention d'aider financièrement la compagnie Dominion Bridge. Daniel Joannette, des centaines d'emplois sont menacés plus que jamais au moment où l'on se parle. Et une des options de la compagnie maintenant, Daniel, c'est de déclarer carrément faillite. Oui, bien, enfin, ils sont mis sous la protection de la loi de la faillite déjà le 11 août. Maintenant, le gouvernement, cet après-midi, peut-être à la surprise de plusieurs, a dit à la Dominion Bridge, qui possède donc la Dominion Bridge ici à la Chine et les industries Davie à Lévis, lui a dit, écoutez, on ne peut pas vous aider. En ce moment, à la lumière des états financiers que vous nous présentez, on ne peut pas vous aider adéquatement et rapidement. Dans le fond, ce qu'ils disent à l'entreprise, c'est faites un peu vos devoirs, parce qu'on sait qu'il y avait une demande. On pensait vraiment qu'ils allaient obtenir quelque chose comme 162 millions de dollars en garantie de prêt pour permettre la poursuite des travaux à la Davie à Lévis. Alors, ce qu'on dit, c'est faites vos devoirs. Si vous faites faillite, peut-être bien qu'on sera là avec certains programmes pour vous aider. On va écouter le ministre Landry. Mais je ne peux pas leur dire faites faillite, ne faites pas faillite. C'est eux. Cette entreprise-là est dans le secteur privé depuis 3 ans. Et le gouvernement, comme je vous l'ai dit, sous l'administration qui nous a précédé, s'était rendu à près de 400 millions de dollars. Et pour le liquider, on en a remis 55. Et pour la réorganisation, pour la suite, des programmes réguliers du gouvernement, la capacité de concertation du gouvernement sera à leur disposition. Daniel, cette décision du gouvernement du Québec, évidemment, touche les travailleurs de la Chine où vous vous trouvez en ce moment, qui ont décidé de débrayer ce midi. Absolument. Le gouvernement a dit on n'est pas un constructeur de bateaux et ils ne sont pas non plus un sauveur, donc ils promettent rien. Et ce qu'on sait, c'est que vers 11 heures, les travailleurs ont appris qu'ils n'allaient pas être payés demain. Sur le champ, ils ont décidé de débrayer. Ils vont le faire ça tant et aussi longtemps qu'on ne pourra pas les payer. Et ils sont allés manifester devant un des créanciers qui a des garanties, lui, l'ancien directeur, Michel Marangère, qui blâme dans ce dossier. Michel Marangère, avec toutes ces magouilles, c'est un des principaux. C'est la première cible qu'on a parce que c'est la personne qui nous a mis dans la situation où on se retrouve aujourd'hui. Il y a eu la guerre avec les actionnaires. Il y a eu toute la période où il était là, il a nuit considérablement à l'entreprise. Effectivement, ça a été dans notre première cible. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le Fonds de solidarité est prêt actuellement à investir 5 millions dans l'entreprise. Puis c'est un certain nombre de créanciers privilégiés qui bloquent la transaction, dont Michel Marangère. Et Christian, je vais vous faire entendre un travailleur qui a manifesté ce midi. Et vous allez sentir justement l'inquiétude de ce travailleur à perdre non seulement son emploi, mais un peu au profit des gens de Lévis. On l'écoute.
Non, pas aujourd'hui. Ils prennent notre ciel, ils l'envoient à MIL, puis pendant ce temps-là, le gouvernement, puis tout le monde dit, oh, c'est beau, MIL, c'est 1000 travailleurs. Mais c'est notre équipement qu'ils ont là-bas. C'est notre genre de travail que nous autres, on est capable de faire, nous autres aussi. Et pendant ce temps-là, nous autres, ils font rentrer des gars depuis lundi, mais ils savaient qu'ils ne nous paieraient pas cette semaine. Là, ils sont tous les autres, il y a des pauvres gars là, qui ont rentré, il n'y a rien qui va les protéger. Moi, je me demande une chose, comment ça se fait là, qu'on en est rendu là, c'est insultant, c'est choquant, puis c'est outrageant pour tous les travailleurs qui sont chez nous. Ah, Christian, on doit s'attendre à un défilé de manifestations demain et conférence de presse à 8 h demain matin. Merci beaucoup, Daniel. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Merci. Au revoir, Christian. Alors, si ce dossier de la Dominion Bridge vous inspire des commentaires, je vous invite à m'écrire à notre adresse électronique gjournal@tqs-montréal.com et également l'adresse postale, le Grand Journal, case postale 150, succursale Youville, Montréal, Québec, H2P 2V4. 1 326 000 $ ont été investis jusqu'à présent pour redonner un nouveau souffle à l'ex-base militaire de Saint-Hubert et à la zone aéroportuaire. Il y a un peu moins d'1 an, le gouvernement fédéral annonçait un investissement de 8 millions pour créer un parc technologique sur la Rive-Sud et aujourd'hui, 8 projets ont déjà vu le jour. Jacques Olivier semblait très satisfait ce matin du travail accompli par la Corporation Technobase Rive-Sud, créée afin de développer la base militaire et la zone aéroportuaire de Saint-Hubert. Nous avons créé, à l'intérieur de 6 mois, une activité économique quasi plus grande, je dirais, sinon plus grande que ce qui existait auparavant ici, avec la collaboration de la Société immobilière du Canada. C'est que depuis l'annonce, en octobre 1997, d'un investissement fédéral de 6 millions de dollars afin de favoriser le développement d'un parc technologique sur la Rive-Sud, 1 326 000 $ ont été consentis en prêts sans intérêt pour la réalisation de 8 projets. Des petites et moyennes entreprises qui œuvrent dans le domaine de la haute technologie et qui avaient bien besoin d'un coup de pouce, mais qui apportent également des investissements de 6,5 millions de dollars et la création d'une centaine d'emplois. Mais toujours selon Jacques Olivier, ces prêts sans intérêt ne s'adressent pas seulement aux entreprises qui œuvrent dans le domaine de la haute technologie. Il y aura de tout. Il y a des résidences revampées, je dirais. Il y a déjà avec 243 résidences qui appartenaient aux militaires auparavant. Il y a des nouveaux condos industriels qui vont être construits, qui sont en construction. Il y a des industries de pointe qui vont venir s'installer, qui se sont installées. Les villes de Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno et Saint-Hubert avaient bien besoin d'un projet de cette envergure, surtout après l'annonce, il y a quelques années, de la fermeture progressive de la base militaire de Saint-Hubert. Une fermeture qui mettait en péril l'avenir de l'aéroport. Nous avons donné instruction à la Société immobilière du Canada d'acheter cet aéroport. Et il y a déjà une lettre d'entente de signer. Et par après, nous allons pouvoir développer les terrains qui entourent cet aéroport-là, sur le plan économique, par soit l'aérospatial, comme on vous a, soit par l'informatique. La Corporation Technoparc Rive-Sud est donc très optimiste. Elle croit que la création de ce nouveau parc technologique permettra de générer des investissements de plus de 100 millions de dollars d'ici 5 ans et aussi de retrouver une bonne partie des emplois perdus avec la fermeture de la base militaire de Saint-Hubert. Isabelle Vachon, Le Grand Journal. Hydro-Québec vient de remporter une manche importante dans le dossier de la ligne Hertel-Bécanson. La demande d'injonction provisoire réclamée par le comité de citoyens du Val-Saint-François a été rejetée aujourd'hui en Cour supérieure. Le juge a statué que la présence d'une ligne de transport d'électricité cause préjudice aux résidents, mais que ces inconvénients sont moindres que les risques que couraient les habitants de Montréal et de la Montérégie s'il survenait une autre tempête de verglas. Mais les gens du Val-Saint-François n'abandonnent pas encore. Ils doivent d'ailleurs déposer une demande d'injonction interlocutoire d'ici 10 jours pour faire cesser les travaux. Les Cubs de Chicago recevaient la visite des Reds de Cincinnati. Sammy Sosa en a profité pour frapper son 56e circuit. Les images dans quelques instants. Bonsoir. Bien qu'on ait des averses en ce moment à l'extérieur, plus la soirée va avancer et plus les averses cesseront, ça nous donnera un ciel plutôt variable pour la nuit prochaine. Le président russe a déclaré que son pays était prêt à tuer sang et eau dans sa quête de la démocratie. De son côté, le président Clinton l'a rassuré que la communauté internationale était prête à aider financièrement la Russie tant que Moscou suivrait cette voie. Les deux chefs d'État ont finalement profité du sommet pour signer 2 accords de sécurité.
Et au sud de la Californie, les pompiers poursuivent sans relâche leur lutte contre les incendies violents qui ont pris naissance en début de semaine. Les deux plus gros feux sévissent entre Los Angeles et Palm Springs. Près de 30 000 acres de terrain sont la proie des flammes qui ont détruit plus d'une centaine de bâtiments jusqu'à présent. Des experts estiment que le phénomène El Niño est en partie responsable de ces feux. Eh bien, Sylvie, il y a des gens qui aiment beaucoup Montréal. Moi, j'aime beaucoup Montréal, entre autres. J'imagine que c'est votre cas également. Oui. Et il y a un grand réalisateur aussi qui, je pense, est un amoureux de Montréal, Brian De Palma, et qui est encore parmi nous aujourd'hui. Absolument. Et bon, Brian De Palma, depuis 1979, qui vient faire son tour à Montréal. Il est ici en ce moment, et vous vous imaginez avec le Festival des films du monde, il va en voir plus d'un, et vous savez qu'il y en a des très intéressants à Montréal en ce moment. L'été dernier, il avait fait quelques brèves apparitions au Festival des films du monde parce qu'il tournait les scènes du film Snake Eyes au défunt Montréal, en fait au défunt Forum de Montréal, je vais le dire. Un film sorti cet été mettant en vedette Nicolas Cage. Hier après-midi, dans un point de presse au Complexe des Jardins, le réalisateur de Carrie et The Untouchables a d'ailleurs exprimé tout le plaisir qu'il avait eu à tourner à Montréal. Il compte peut-être revenir ici pour réaliser un de ses projets de film. Nazi Gold. Montréal prendrait alors les allures d'une ville typiquement suisse. Yeah, as a matter of fact, I was wandering around the city with my art director today. I have another project that we might be able to do here. We were looking at, you know, it's a project called Nazi Gold. It's about robbing a Swiss bank. And the Bank of Montreal looks very good. La Radio Cité Rock Détente a honoré 6 artistes québécois lors de la première remise des prix Platine. Les 7 stations Cité Rock Détente ont compilé du mois de juin 97 à 98 les chansons de chanteurs d'ici qui ont le plus tourné sur les ondes radiophoniques. Isabelle Boulay est donc allée chercher un prix Platine pour son succès Et mon cœur en prend plein la gueule. Claude Dubois, lui, pour Les petits cailloux. Luc Dufault pour Quand on s'en va pour oublier. Marjo pour Si c'est la vie. Kevin Parent, qui n'était pas présent, faisait partie des gagnants pour sa chanson La Critique. Le chanteur Garou, qui est en ce moment à Paris pour les répétitions de Notre-Dame de Paris, a été proclamé coup de cœur rock détente avec cette voix merveilleuse, évidemment, Christian. Et je tiens à vous mentionner que je suis en direct en ce moment au Casino de Montréal, où j'interviewerai dans quelques minutes Ginette Renault pour son lancement d'album. À plus tard. À plus tard, Sylvie. Merci beaucoup. Au revoir. Après les 2 circuits de Mark McGuire hier, Sammy Sosa réplique cet après-midi. La classe de Mme Pilon est à l'épreuve de la colle des colons Ségotongel d'Elmer. Elle est dans une classe à part. Elle ne coule pas comme la colle blanche. Elle est transparente une fois sèche et le nettoyage se fait tout seul. La colle des colons Ségotongel d'Elmer mise à l'épreuve, approuvée par les élèves. Un savon peut-il à la fois combattre les bactéries qui causent les odeurs et y laisser la peau douce? Voici le nouveau savon Live de nuit antibactérien, combat les odeurs, doux pour la peau. Le Centre des Arts de Shawinigan vous invite à voir Le Libertin. L'initiative de l'amour, savez-vous ce qu'une femme ressent lorsqu'elle s'approche d'un homme? Ne me tentez pas, non! Le samedi 19 septembre, au Centre des Arts de Shawinigan, Le Libertin. Drôle, intelligent et sensuel. Je suis une victime du sexe. Une invitation de Multimeubles Paquin et de TQS Mauricie. Le Centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR, de tout pour toute la famille. Une programmation variée, des installations ultra-modernes. Le CAP, au rythme d'aujourd'hui, avec un programme de conditionnement physique personnalisé. Des activités encadrées par des intervenants qualifiés et que vous pouvez pratiquer en toute sécurité. Le CAP, pour se détendre, bouger, s'amuser, de tout pour un meilleur équilibre de vie. Le Centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR. Inscrivez-vous dès maintenant. Aujourd'hui, on surveille ce qui se passe au Palais de justice avec Pierre Delavoye. Le reportage de Pierre Marceau, lui, est déjà prêt. On ne peut pas passer à côté des hôpitaux. Heureusement, Pierre Catelier s'en occupe. Richard Lheureux est avec en cours. Si on va aller le retrouver en direct ce soir. François Saint-Onge va aller aux réactions. C'est important d'avoir l'opinion des gens là-dessus. Le grand journal de la Mauricie avec Pierre Martineau. L'information en direct. Alors,
va parler un petit peu de sport en compagnie de François Bessette. Bonsoir, François. Bonsoir. Il y a les Expos de Montréal qui complètent aujourd'hui ce qu'on peut appeler une mini-série contre les Giants de San Francisco. Nous sommes présentement en 5e manche. Ça va mal pour les Expos. Ils tirent déjà de l'arrière par la marque de 8-2. Les Expos ne sont pas les seuls sur le terrain cet après-midi. Il y a Sammy Sosa, les Cubs, qui affrontent les Reds de Cincinnati. Et à sa 3e présence au bâton, on est en 6e manche. Sammy Sosa pousse la balle au champ opposé. La balle franchit tout juste la distance désirée. Son 56e circuit de la saison. Un de moins que McGuire, 5 de moins que Roger Maris. Les Cubs ont gagné 4-2. Pour ce qui est de Mark McGuire et les Cubs, ils terminent ce soir une série de 3 parties contre les Marlins de la Floride. Hier soir, McGuire n'a pas frappé un, mais 2 coups de circuit pour gonfler son total à 57, 4 de moins que la marque de Roger Maris, établie en 1961. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit que ce sont vraiment deux frappeurs exceptionnels, hein, parce que le record de Maris date de 1961. McGuire, Christian, semble un peu plus puissant, probablement à cause de sa stature, exactement. Et justement, en parlant de leur élan au bâton, nous avons demandé à nos spécialistes de baseball à TQS d'analyser leur élan. Ce n'est plus maintenant qu'une question de jour ou encore d'heure avant que Mark McGuire ou Sammy Sosa, ou les deux, ne brise le record de Roger Maris. Marc, les deux connaissent du succès, mais de façon différente. Oui, évidemment, les deux ont de la puissance, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ils génèrent la puissance de différentes façons, Michel. Alors, c'est ça qui un peu les sépare des autres, et ce sont des joueurs qui sont capables de frapper autant des balles au coin extérieur qu'au coin intérieur. Si on regarde du côté de Mark McGuire, regardez bien ses mains. Ses mains partent d'ici, ne bougent à peu près pas, et tout à coup, l'élan, l'extension. Regardez bien l'extension des bras ici. Il est capable d'aller chercher beaucoup de rapidité avec ses mains. C'est ce qui me surprend de McGuire. Michel, on pense que c'est un gros bonhomme. C'est un monstre. C'est un monstre. Pieds 5, 230 livres. Mais c'est la rapidité de ses mains qui fait la grosse différence également dans sa puissance. C'est ça qui fait en sorte qu'il est capable de frapper des balles également au champ opposé. De 6 pieds 5, on passe à 5 pieds 10 et Sammy Sosa. Sosa est capable de chercher un peu plus de puissance, Michel, avec ses mains. Vous avez vu tout à l'heure, McGuire n'a à peu près pas bougé ses mains lorsqu'il s'était lancé parce qu'il a assez de puissance, assez de vitesse avec ses mains. Du côté de Sosa, il part ici. Ses mains vont monter, 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 et par la suite, il va décoller. Alors, c'est ce qui fait la différence. Vous avez vu, Michel, les mains bougent beaucoup du côté de Sammy Sosa pour générer de la puissance également au champ opposé du côté de Sosa. Est-ce que l'un est plus vulnérable que l'autre, étant donné que Sosa bouge un peu plus les mains que McGuire? Beaucoup plus de retrait sur des prises, normalement, pour Sammy Sosa. Parce qu'encore une fois, les mains de McGuire sont plus rapides, nécessairement, au moment qu'il attend la balle, jusqu'à temps qu'il fasse contact avec la balle. C'était le show McGuire. Sosa s'est amené. Est-ce que Sammy a aidé la cause de McGuire, en quelque sorte? Sans aucun doute, Michel. C'est évident que le fait que Sosa est prêt, ça motive McGuire davantage. Alors, c'est bon pour le baseball. On espère que les deux vont battre le record. Qui va le battre le premier? Mark McGuire. Merci, Marc. Et je suis d'accord. Mark McGuire. Donc, McGuire affronte ce soir les Marlins en Floride. Sosa a frappé son 56e circuit cet après-midi contre les Reds de Cincinnati dans une victoire de 4-2. Et pour ce qui est des Expos, ils tirent de l'arrière présentement par la marque de 8-2 contre les Giants de San Francisco. Je vous reviens un petit peu plus tard dans le bulletin avec un golfeur très spécial. Moi, je pense que c'est Sammy Sosa qui va battre le record. On s'en parle? On s'en reparle. C'est intéressant. Les gazeurs sont ouverts. Salut. En ce jour du 2 septembre, celle qui possède les 2 cordes vocales les plus puissantes que je connaisse nous présente son 2e album en anglais cette fois-ci. On rencontre Ginette Renault dans quelques minutes. L'Oréal nouveau, le shampoing melon d'eau. Adieu les larmes. Les cheveux courts. Shampoing L'Oréal Kids et le nouveau revitalisant L'Oréal Kids. Des mains lumineux. Des cheveux brillants. C'est brillant. Shampoing melon d'eau et revitalisant L'Oréal Kids. Pourquoi y a-t-il une super vente Uniprix? C'est à cause que c'est très gros. C'est gros comme une montagne. Mais le soleil, c'est très gros. Jusqu'à 100% de mille. C'est bien plus gros. C'est gros comme le ciel. C'est la super vente chez Uniprix. En produit vedette, papier hygiénique Cottonelle, 1,77 $. Serviette hygiénique Incognito, 2,29 $. C'est gros le super vente. Mais pas plus gros que l'hippopotame.
vaut mieux. Hein? Messieurs, oui, d'abord à Trois-Rivières-Ouest, la police poursuit son enquête afin d'arrêter les 4 voyous qui, à bord d'une voiture, ont foncé sur un groupe de jeunes hier soir dans le stationnement du parc La Violette. Résultat de tout ça, 2 adolescents ont été blessés sérieusement. Voici ce qu'a obtenu Pierre Delavoye là-dessus. Vers 19h30, une quinzaine de jeunes adolescents, garçons et filles, fraternisaient dans le stationnement du parc La Violette, situé à environ 1 kilomètre à l'est du pont du même nom, à Trois-Rivières-Ouest. Soudain, une petite automobile semblable à celle-ci est arrivée avec 4 voyous à bord. Ça, ils cherchent le trouble. Est-ce que c'est des skinheads du coin, ça? Non, l'autre bord du pont, là. Peut-être Angèle, Saint-Grégoire. Peut-être Montréal aussi, ouais. Cette adolescente était dans le groupe visé par les malfaiteurs. Elle a tout vu. Afin de lui éviter d'éventuelles représailles, nous avons délibérément brouillé son visage. Ils sont venus comme pour se stationner à côté de nous autres, puis là, ils ont donné un coup de volant, puis ils ont rentré dans le monde, là. Puis là, mon ami il a revolé, puis mon autre aussi, là, tu sais, je l'ai vu revoler, le gars, puis la fille, là, je me suis revirée, elle était dans les arbres, puis là, elle était à terre, puis elle bougeait plus. Une quinzaine de minutes avant l'assaut, cette autre adolescente avait été narguée par les malfaiteurs au centre-ville de Trois-Rivières. Là, ils ont dit, nous autres, on collectionne les dents et les oreilles. Ils ont dit, on s'en va chercher, on est ici pour la fin de semaine, puis ça va brasser. Faites attention à vous autres, on est dangereux. C'est ça. Moi, j'ai essayé de rejoindre tous mes amis pour leur dire tout de suite, on est tranquille. Puis finalement, ils sont majeurs. Majeurs 19, 20, 21, 22. Ils ont tous la tête rasée? Oui, tous la tête rasée, des gros tatous. Là. Les bras, c'est 3 fois la grosseur de mes bras. Il y a une grosse toile d'araignée, c'est bizarre, tu sais. Il y a environ un mois, à Trois-Rivières, les voyous auraient cherché la bagarre avec cet adolescent. Il y en a qui m'a poussé, puis on s'est battu avec. Ils ont débarqué 2 chars, puis on était 3. Puis... Qui était armé? Non, ben il y avait des matraques, là, des bâtons, puis on a réussi à les enlever. Là. L'automobile a frappé un adolescent qui a subi une fracture à la jambe, alors que l'adolescente doit sortir de l'hôpital dans les prochaines heures, si ce n'est déjà fait. Oui, c'était effrayant. J'aurais pu mourir, j'aurais pu tout perdre mes amis. D'aucune façon, il y a eu provocation de la part de nos jeunes qui étaient à cet endroit-là. Puis c'est un groupe de jeunes qu'on connaît. Les jeunes sont tranquilles. Une fois arrêtés, là où les voyous feront face à des accusations de conduite dangereuse, d'avoir conduit un véhicule moteur avec négligence et de délit de fuite. Ici Pierre Delavoye, à Trois-Rivières-Ouest. Maintenant, le lieutenant-colonel Luc Boulanger du 62e régiment d'artillerie de campagne de Shawinigan devra finalement faire face à 2 accusations pour conduite préjudiciable au bon ordre et ainsi qu'à la discipline en vertu de la loi sur la défense nationale. Âgé de 36 ans, Luc Boulanger a fait l'objet d'une enquête de la part du Service national des forces. Lors d'un exercice militaire le 8 août 1996 à la base de Valcartier, le lieutenant-colonel aurait fait des avances sexuelles à un membre féminin des forces armées. Vous le savez, les 4 prochaines années seront marquées par des travaux importants au centre hospitalier régional de Trois-Rivières. On prépare, comme on sait, l'hôpital de l'an 2002. Or, la nouvelle organisation va permettre aux employés de travailler dans des services unifiés, sans duplication. Et en prévision de tous ces chambardements, la direction du CHRTR a annoncé l'ouverture de 208 postes, dont les 112 postes qui étaient vacants. On croit que cette nouvelle sera donner de l'oxygène et enlever de l'anxiété chez les employés. On est en mesure d'annoncer maintenant qu'on consolide le centre hospitalier, qu'on stabilise les équipes et qu'on ne s'en va pas dans un centre hospitalier qui est réduit. Évidemment, c'est sûr qu'il a fallu refaire un exercice qui remontait chacun des services, service par service. Et c'est sûr qu'il y a des gains d'efficience liés à la fusion, liés bien sûr au fait aussi qu'on avait beaucoup de postes qui étaient vacants. D'ici la fin du mois d'octobre, il y a des centaines d'automobilistes et d'élèves qui devront s'armer de patience à la suite de la fermeture du pont de Grand-Mère. Par exemple, un élève demeurant à Lac-à-la-Tortue et qui fréquente l'école du Rocher de Grand-Mère voit son autobus scolaire effectuer un détour d'environ 20 km afin de se rendre à destination. C'est à l'intersection des routes 55 et 153 que les inconvénients causés par la fermeture temporaire du pont de Grand-Mère sont les plus évidents. Aux heures de pointe, des policiers doivent diriger la circulation tellement elle est dense. Sauf qu'ils étaient absents lundi matin, première journée de fermeture, et les chauffeurs d'autobus scolaires qui font le trajet Lac-à-la-Tortue et Saint-Georges-de-Champlain vers Grand-Mère ont enregistré plus d'une demi-heure de retard. La place la plus pénible, en fin de compte, était à partir du tournant là, qui est ici en Saint-Georges, avant le viaduc, aller jusqu'à la 155, c'était le pas d'un homme. C'est là que j'ai perdu tout mon temps. 35 minutes, là, ça s'est passé pratiquement là. Bon, puis en temps normal, ça vous prend peu de temps là, pour... quand le pont est ouvert, l'école du Rocher est quand même pas loin du pont.
Quand le pont est ouvert, oui, c'est 4 minutes que je suis rendu de l'autre côté. Ça nous aide beaucoup, surtout le matin, lorsqu'il sort au bout du spectre d'Atlantique. Là, il y a un policier. Ça nous aide énormément. Mais c'est aux lumières ici au Carrefour. La lumière change trop vite. C'est ça qui ralentit beaucoup le trafic. Et la Régie intermunicipale de transport en commun du Centre Mauricie a dû prévoir une navette spéciale aux 45 minutes de chaque heure, qui fait un trajet entre la 106e avenue à Saint-Georges-de-Champlain et l'intersection de la 8e rue et de la 6e avenue à Grand-Mère. Le pont de Grand-Mère sera fermé jusqu'à la fin d'octobre et les responsables des travaux affirment qu'ils n'avaient pas le choix. Les sections du pont sont changées. Les sections du tablier avec les entretoises et les longerons. C'est des sections de 7 mètres 400 de longueur par la largeur du pont. Fait que c'est des trous ouverts de 7 mètres 400 de long, donc il n'y a pas aucune possibilité que les voitures passent au-dessus de ces trous-là. On affirme même que les travaux respecteront l'échéancier. L'entrepreneur chargé de les réaliser a prévu des jours de pluie dans son calendrier. Pierre Catelier, à Grand-Mère. La ville de Bécancour maintient ses évaluations dans les dossiers des grandes entreprises du parc industriel. C'est que depuis le début de l'année, ABI, Norsk Hydro et SKW contestent leur évaluation municipale. Des négociations qui ont eu lieu cet été entre Bécancour et les 3 grandes entreprises n'ont rien donné. L'enjeu des négociations, des millions de dollars en taxes municipales que Bécancour réclame et que les entreprises refusent de payer. ABI, Norsk Hydro et SKW ont maintenant 30 jours pour signifier leur intention de se présenter ou non devant le tribunal administratif du Québec pour une demande de révision. La conserverie Notre-Dame de Charette, qui a récemment repris ses activités, vient d'être condamnée à une amende de 10 000 $. C'est que le 16 janvier 1996, l'entreprise a contrevenu à la loi sur la qualité de l'environnement du lien en rejetant des eaux usées dans l'environnement. L'homme d'affaires bien connu, Jean Coutu, était à Louisville ce matin dans le cadre de l'inauguration de la nouvelle pharmacie qui porte son nom. La nouvelle succursale a été érigée dans un complexe de 20 000 pieds carrés qui compte également un centre médical. Les propriétaires Isabelle Dubois et Guy Lemire ont investi 2 800 000 $. Il y a 26 personnes qui vont trouver du travail dans cette succursale. Et tous les employés ont d'ailleurs été formés par le groupe Jean Coutu. Le regroupement de personnes atteintes du cancer, le PAC, déménage dans de nouveaux locaux. Dorénavant, le groupe PAC tiendra ses rencontres au 521 Notre-Dame à Cap-de-la-Madeleine. Depuis quelques mois, le groupe compte de plus en plus de membres. Une situation qui s'explique, selon les organisateurs, par les listes d'attente qui s'allongent dans les centres de radiothérapie à Montréal ainsi qu'à Québec. Les rencontres du groupe vont commencer dès la semaine prochaine, c'est-à-dire le 8 septembre. Et au sport, Richard Lheureux nous parle de Richard Dobert Jr. qui a connu une année exceptionnelle en canot-kayak. Les qualités athlétiques du jeune Richard Dobert sont indéniables. Natif de Trois-Rivières, il a fait ses débuts au club de canotage du Cap-de-la-Madeleine. Sa progression a d'ailleurs été constante. Mais depuis le printemps dernier, il a décidé de parfaire son entraînement dans la région de Québec, au Lac-Beauport. Son choix de quitter la région reposait sur des raisons personnelles, mais aussi le besoin de trouver un partenaire avec qui la chimie fonctionnerait. Mis à part les épreuves individuelles, la discipline demande de nombreuses participations par équipe. Au championnat canadien à Whistler, en Colombie-Britannique, il a remporté 4 médailles d'or, dont un triplé en K2 et une en K4. Surtout en K4, on a gagné aussi le 1000 mètres juvénile, 17-18 ans. Puis on s'est entraîné une 4 toute l'année. Puis c'est à force de s'entraîner avec du monde fort que tu deviens bon toi aussi. Là. Ouais. Et en K1 sur 200 mètres, ce fut une réelle surprise puisque Dobert était davantage un rameur de longue distance. Il a pourtant terminé deuxième. J'ai pris 25 livres cette année en musculation. C'est peut-être ça aussi qui a fait ça a contribué à ma performance du championnat canadien sur le 200 mètres. L'année prochaine, il aura 18 ans et s'attaquera au championnat du monde junior. Mais pour cela, il aura encore besoin de prendre du poids et de gagner en force pour faire face à l'élite mondiale. Ah oui? Ça va être ma dernière année parce que le championnat du monde junior, c'est 18 ans et moins. Okay. L'année prochaine, je vais avoir 18 ans, ça va être ma dernière chance pour y aller. Puis on compte mettre le paquet là-dessus. Là. Et la prochaine saison débutera très tôt en Floride, en prévision des sélections du mois de mai. Richard Lheureux, à Trois-Rivières. Et un mot en terminant pour vous dire que les résidus des papetières qui font l'objet d'études pour la transformation en fertilisant continuent de faire jaser. C'est une question qui fera d'ailleurs l'objet d'un colloque les 25 et 26 septembre prochains à Shawinigan. Ce sera alors l'occasion pour les différents intervenants de faire le point sur l'avancement des recherches.
À la météo maintenant pour ce soir et la nuit prochaine, ce sera nuageux avec des averses et même des risques d'orage. On parle d'un minimum de 14. Demain, jeudi, ce sera aussi nuageux avec des éclaircies, toutefois un maximum de 21. Et un aperçu pour vendredi, des nuages, 30 % les probabilités d'averses, un maximum de 20. Si vous avez une nouvelle à nous communiquer, n'hésitez pas, faites le 377-6053, boîte vocale 444. Et à notre antenne ce soir, voyez, la fin du monde est à 7 h, c'est à 18 h et ce sera suivi de Flash avec Ginette Renaud et Jean Leloup notamment comme invité. Bonne soirée à notre antenne, mesdames, messieurs. On se retrouve demain, 17h30. Salut bien. Au rosa, ça dépendant du ton, ça dépendant aussi du cœur de la fleur. Et ce que la petite chose informe que j'ai entre les mains, c'est Erimurus bungei. Et Erimurus bungei nous donne une plante d'à peu près 90 cm, pas tout à fait 1 mètre. Et lui, l'épi floral, c'est aussi très long, toute proportion gardée, et un jaune ou, dépendant des variétés, des oranges tout à fait vifs. Vous avez aussi certaines variétés qui sont différentes, qui ont la même taille et qui donnent des coloris, des jaunes vifs, des oranges, on l'a dit, vous avez des blancs. Et vous avez aussi certaines variantes de rose aussi. On les plante à quelle époque de l'année, Pierre? C'est une plante c'est le temps. On parle de septembre, octobre, même novembre. Vous savez, j'ai déjà planté des bulbes jusqu'en décembre sans aucun problème. Donc, c'est le temps de planter ça. Encore une fois, c'est une plante qui nous vient des pays asiatiques, des steppes d'Asie mineure. Donc, c'est une plante, vous le devinez, qui exige un sol extrêmement bien drainé. Et j'insiste sur le extrêmement bien, parce que ça ne peut pas souffrir l'humidité hivernale, comme bien d'autres bulbes d'ailleurs, pas plus que l'humidité printanière. Donc, ça prend un sol bien donné. Ça ne veut pas dire que s'il y a un gros orage, il va mourir. Non, loin.